Juste parce que j'ai refusé de manger les restes, ma belle-mère m'a jetée à la rue. Le lendemain, mon mari a demandé « As-tu déjà retenu la leçon ?» Je lui ai répondu « J'ai vendu l'appartement, vous devez partir. » Toute sa famille est restée pétrifiée, chers amis. Une assiette de blanquette de veau froide avec la graisse figée face à un somptueux festin. Être forcé de manger les restes et être méprisé par la famille de mon mari au point d'être jeté à la rue en pleine nuit. La belle-fille orpheline n'a pas versé une seule larme. Le lendemain matin, elle est revenue calmement avec des inconnus et a déclaré d'une voix ferme. J'ai vendu cet appartement de 800 000 euros. Maintenant, tout le monde dehors. Que s'était-il passé pour qu'une femme habituellement soumise renverse la situation de façon aussi spectaculaire? Ce dîner a commencé dans l'atmosphère étouffante des derniers jours de l'été parisien. L'appartement du 16e arrondissement était spacieux et équipé d'un système de climatisation centrale qui maintenait une fraîcheur agréable, mais pour une raison quelconque, je ressentais toujours une oppression étouffante chaque fois que j'entrais dans la cuisine. La lumière jaune et chaleureuse projetée sur la table à manger en chêne massif mettait en valeur le splendide festin que j'avais passé toute l'après-midi à préparer après être rentré du travail. Sur la table, un plat de gigot d'agneau rôti au romarin dégageait un parfum aromatique d'ail et d'herbe. À ses côtés, un bar en croûte de sel, juteux et brillant, orné de fines tranches de citron et de persil frais. Au centre, une soupière fumante de bouillon de pot-au-feu, clair et réconfortant. C'étaient tous des plats qui demandaient beaucoup d'efforts, destinés à régaler mon mari, Julien, et son petit frère Clément, qui était en pleine recherche d'emploi. Juste au moment où j'enlevais mon tablier pour l'accrocher et m'apprêtais à m'asseoir à ma place habituelle, je me suis arrêtée net. Devant ma chaise, au lieu d'une assiette de riz blanc fraîchement préparé et fumant, il y avait une assiette avec les restes froids de la blanquette de la veille. Le riz était collé en blocs durs et, à la surface, on voyait des restes de graisse de sauce figée et blanchâtre. Ma belle-mère, Madame Chantal, servait avec parcimonie un généreux morceau d'agneau dans l'assiette de Clément. Elle leva les yeux vers moi avec un regard perçant, mais d'un ton de voix indifférent. Comme si de rien n'était, elle dit clairement « Mange ça, ma fille. Jeter les restes est un gaspillage. Une bonne épouse et belle-fille doit savoir comment économiser et gérer la maison. Vous, les jeunes, vous avez la vie trop facile de nos jours. C'est pour ça que vous êtes si capricieux. À la moindre occasion, vous jetez la nourriture à la poubelle. Les femmes de la maison ne peuvent pas se permettre de faire les petites bourgeoises exigeantes. Avec un peu de bouillon chaud, ce riz va se ramollir tout de suite. Laisse la nouvelle assiette pour ton mari et ton beau-frère. Ils ont besoin de force pour travailler. » Je suis restée glacée en regardant l'assiette de restes froids, sentant un nœud amer monter dans ma gorge. Ce n'était pas parce que je ne savais pas manger des restes, ni parce que je n'avais jamais traversé de difficultés. Mais cette discrimination si flagrante, cette cruauté exhibée à la table à manger, a été comme une gifle en plein visage. Cette nourriture délicieuse, je l'avais achetée avec mon propre argent, je l'avais cuisinée avec mes propres efforts, et à la fin, il n'y avait même pas une portion pour moi. J'ai doucement écarté l'assiette de restes, et j'ai pris une assiette propre pour me servir un peu de ce que j'avais cuisiné. En voyant mon geste, Madame Chantal a frappé violemment ses couverts contre la table, créant un son sec et désagréable. « C'est quoi cette attitude? Tu ne m'entends pas quand je te parle? Si tu es la belle-fille de cette maison, tu dois connaître ta place. Je te dis de manger cette assiette, et toi tu fais des manières et tu la refuses. À quoi tu joues? Dans mon village, les femmes mangeaient les restes des hommes dans la cuisine. Je suis déjà bien gentille de te laisser t'asseoir à la même table qu'eux. » Je l'ai regardé droit dans les yeux, essayant de garder une voix aussi calme que possible. « Chantal, j'ai travaillé toute la journée. C'est aussi moi qui fournis l'argent pour les dépenses de cette maison. J'ai préparé ce repas sans lésiner sur rien. Mais j'ai aussi besoin de manger décemment pour rester en bonne santé. Ce riz est dur à cause du frigo. Ces derniers temps, j'ai mal à l'estomac, et si je mange ça, je vais être malade. » Madame Chantal m'a foudroyé du regard et m'a crié « Ne me sors pas d'excuses. C'est quoi cette histoire de mal d'estomac? Ce n'est rien d'autre que ton attitude de fille de bonne famille, habituée à la belle vie, qui méprise la famille de son mari. Tu nous méprises parce que nous venons de la province, c'est pour ça que tu réagis comme ça, n'est-ce pas ?» Pendant ce temps, Clément aspirait bruyamment son bouillon, ignorant complètement la dispute. Et Julien, mon mari, la personne qui aurait dû intervenir pour apaiser les choses, s'est contenté de froncer les sourcils avec agacement. Il a frappé la table avec ses couverts d'une voix irritée. « Ça suffit, Sophie.
Pourquoi faut-il toujours que tu fasses un scandale? Maman est âgée. Écoute-la, un point c'est tout. C'est juste une assiette de riz. Pas besoin de se disputer comme ça et de gâcher notre dîner. Mange-le. Qu'on en finisse. Ça te coûte tant de faire une petite concession pour elle? La froideur de Julien a été comme une douche glacée sur la dernière once d'espoir qui me restait. L'assiette de reste froid sur la table ne semblait pas aussi glaciale que le cœur de l'homme que j'appelais mon mari. J'ai observé comment tous les trois se servaient joyeusement à manger les uns aux autres. Je me suis sentie comme une parfaite étrangère dans ma propre maison. Oui, ma maison. Une vérité que la famille de Julien avait toujours délibérément ignorée et qu'à ce stade, il semblait qu'ils avaient complètement oublié. Cet appartement de luxe de 3 chambres en plein cœur de Paris était un héritage de mes parents. Mes parents sont décédés dans un accident de voiture quand j'étais à l'université. Toutes leurs économies, tout l'argent qu'ils avaient accumulé au cours de leur vie, ils l'avaient investi dans ce bien immobilier, souhaitant que j'aie un endroit sûr où vivre. Le titre de propriété à mon seul nom était leur héritage, la sueur et les larmes de mes parents. Quand j'ai épousé Julien, sa famille est venue de leur village de Bourgogne pour le mariage. Tout le monde a loué la chance qu'avait Julien. À l'époque, ma belle-mère me prenait affectueusement la main, m'appelait sa bonne et vertueuse belle-fille et promettait de m'aimer comme sa propre fille. Mais les paroles s'envolent et le cœur des gens change plus vite que le temps. Au début, Julien m'a dit que ses parents venaient en visite, qu'il voulait rester quelques jours pour visiter la capitale. J'ai accepté avec joie. J'ai acheté de la literie neuve et préparé le salon pour qu'il s'y repose. Quelques jours sont devenus des semaines, puis des mois. Quand mon beau-père est retourné au village pour s'occuper de leur maison, Madame Chantal a insisté pour rester avec l'excuse de s'occuper de nous. La présence de ma belle-mère a amené Clément avec elle. Le petit frère de mon mari venait de terminer l'université, mais ne trouvait pas de travail. Il a emménagé à Paris sous prétexte de rester chez nous pour faciliter ses entretiens d'embauche. D'invités, ils ont commencé à envahir petit à petit mon espace vital. Mon petit bureau bien ordonné, où j'avais l'habitude de lire et de travailler le soir, a été occupé sans ménagement par Clément. Il y a installé un énorme ordinateur pour les jeux vidéo, avec un enchevêtrement de câbles. Mes livres d'architecture ont été jetés par terre, remplacés par des bouteilles de soda vide et des emballages de nouilles instantanées, à moitié mangées qui sentaient l'aigre. Quand je m'en plaignais, ma belle-mère défendait Clément bec et ongles. Elle disait que le garçon était stressé par sa recherche d'emploi et qu'il avait besoin d'un peu de divertissement. Tu es la grande belle-sœur, et tu ne sais pas faire de concessions pour le plus jeune. Le plus douloureux a été lorsqu'une console en noyer de style Louis XV, une antiquité d'une valeur inestimable que mon père adorait, a été qualifiée par Madame Chantal de vieille et encombrante. Profitant que j'étais en voyage d'affaires, elle a appelé des déménageurs pour la sortir et la laisser abandonnée sur la terrasse, exposée à la pluie et au soleil, pour faire de la place à un canapé en simili-cuir bon marché, qui, selon elle, était un cadeau pour nous. Depuis lors, toutes les dépenses de la maison, de l'électricité à l'eau, en passant par les lourdes charges de copropriété, jusqu'à l'argent pour les courses quotidiennes, reposaient sur mes épaules. Julien, avec son modeste salaire d'employé de bureau, avait tous les mois l'excuse d'envoyer de l'argent au village pour la fête locale ou le donnait à sa mère pour qu'elle le garde. Madame Chantal, de son côté, ne cessait de proclamer que sa contribution était énorme puisqu'elle s'occupait du ménage et de la cuisine. Cependant, sa contribution se limitait à cuisiner des plats excessivement salés à son goût et à celui de ses fils, à mélanger le linge blanc avec les couleurs en faisant des machines, et à laisser la maison toujours pleine de coquilles de pistache qu'elle mangeait en regardant la télévision toute la journée. Je rentrais à la maison épuisée par le travail seulement pour remonter mes manches, nettoyer du salon jusqu'à la cuisine et faire la montagne de vaisselle que Clément laissait s'empiler dans l'évier. Le plus terrifiant n'était pas la fatigue physique, mais l'effroyable aveuglement de sa famille. Partout où ils allaient, ils se vantaient auprès des voisins que c'était la maison que leur fils avait achetée et que j'étais la belle-fille qui avait eu une chance immense d'épouser Julien et de profiter d'une vie de luxe. Ils se considéraient comme les véritables propriétaires, et moi comme une profiteuse, une bonne sans salaire, ni plus ni moins. Pour en revenir au dîner, le bruit de Clément qui mâchait, et celui de ma belle-mère qui aspirait son bouillon, résonnaient de façon rythmique. J'étais toujours debout, immobile, le regard fixé sur Julien. J'avais toujours pensé que, peu importe à quel point une belle-mère pouvait être dure, si le mari vous comprenait et vous protégeait, une femme pouvait essayer d'être tolérante, mais Julien n'avait jamais fait ça. Pendant tout ce temps, chaque fois qu'il y avait une friction entre sa mère et moi,
Julien choisissait toujours d'éluder le problème ou de se ranger de son côté. Il utilisait toujours le devoir filial pour me faire chanter. Aujourd'hui n'était pas différent. Julien a posé ses couverts, levé la tête et m'a regardé avec une expression de mécontentement total. Il a montré du menton l'assiette de reste froid. « Qu'est-ce que tu fais planter là, si tu ne vas pas manger ?» Dis-le pour que nous autres puissions continuer. Je rentre fatiguée après toute une journée et je veux juste un dîner tranquille. Mais tu adores faire une scène. Maman n'a rien dit de mal. Tu es habituée à gaspiller. Il est temps que tu apprennes à économiser. Quand une personne plus âgée te donne un conseil, tu baisses la tête et tu écoutes. Répondre de cette façon, c'est être mal élevé, tu sais. Les mots de Julien ont été comme des aiguilles acérées s'enfonçant directement dans ma poitrine. Mal élevé. Cet homme me traitait de mal élevé juste parce que je refusais de manger des restes qui avaient été achetés avec mon propre argent. J'ai ravalé mes larmes, sentant la rage monter dans ma gorge, mais je ne me suis pas permis de pleurer. Pleurer devant ces gens insensibles ne ferait que me rendre plus pathétique. « Qui traites-tu de mal élevé ?» ai-je demandé d'une voix ferme, en articulant chaque mot. Julien est resté perplexe une seconde. Il n'était probablement pas habitué à ce que je m'oppose à lui avec autant de force. Jusqu'à présent, pour maintenir la paix, j'avais toujours choisi le silence ou la soumission. En voyant que son fils était défié, Madame Chantal a frappé la table avec une telle force que les assiettes et les verres ont tremblé. Elle a pointé son doigt vers mon visage. « Ferme ta bouche. Dans cette maison, on ne tolère pas de telle familiarité. Une épouse ne hausse pas la voix sur son mari. Tu as épousé mon fils, tu vis dans sa maison et au crochet de notre famille, et tu oses faire ta maligne. Quelle femme irrespectueuse. Si ce n'était pas pour mon fils qui te protège, tu crois que tu survivrais seule à Paris ?» L'effronterie de ma belle-mère m'a fait rire. Un rire amer, ironique, mais qui contenait un éveil total. Il s'avérait que la cupidité et l'égoïsme avaient à ce point obscurci leur jugement qu'ils croyaient réellement à la fausse histoire qu'ils avaient eux-mêmes tissée. Ils tenaient pour acquis que cet appartement appartenait à Julien simplement parce qu'il était l'homme, le pilier de la famille selon la mentalité patriarcale et dépassée de Madame Chantal. Répétez ce que vous venez de dire. À qui appartient cet appartement ? Ai-je dit en croisant les bras et en fixant Madame Chantal. Vous êtes ici depuis trop longtemps et on dirait que vous souffrez de la folie des grandeurs, non ? Je vous rappelle que de la plus petite brique, en passant par chaque ampoule, jusqu'à l'assiette dans laquelle vous mangez, tout a été payé avec mon argent. C'est ma propriété. Julien a bondi en frappant la table. Sophie, tu vas trop loin. Maman est une personne âgée. Comment oses-tu lui parler avec autant d'insolence ? Peu importe à qui appartient l'appartement, une fois marié, il est à nous deux. Ne ramène pas cette attitude de mépris envers ma famille. Demande pardon à ma mère. Tout de suite. J'ai secoué la tête. Non, je n'ai rien fait de mal pour m'excuser. Ceux qui doivent s'excuser, c'est vous. De quel droit me piétinez-vous dans ma propre maison ? Vous mangez la nourriture que j'achète, vous utilisez l'électricité et l'eau que je paie. Vous dormez dans les lits que j'ai meublés, et maintenant vous m'obligez à manger des restes pour vous servir ? Jamais de la vie. La vérité, exposée de façon si crue, a fait l'effet d'une décharge électrique sur Madame Chantal. Son visage est devenu rouge de colère. Les veines de son cou ont gonflé. Elle s'était toujours construit une image de belle-mère autoritaire, de maîtresse de maison devant les voisins. Maintenant, d'être démasquée comme une parasite en pleine face, son amour-propre et son entêtement ont explosé dans un accès de fureur démentielle. « Toi, tu oses me traiter de parasite ?» a crié Madame Chantal en jetant ses couverts par terre et en s'avançant vers moi de manière agressive. « Julien, ouvre les yeux une bonne fois pour toutes. Tu vois quel genre de harpie tu as fait entrer dans la maison pour qu'elle marche sur les pieds de ta mère ? Si tu ne peux pas éduquer ta femme, je vais l'éduquer moi. » Laissant le dîner, elle est entrée furieuse dans ma chambre. Julien et moi avons couru derrière elle. Sous mes yeux, ma belle-mère fouillait frénétiquement dans mon placard. Elle a sorti le manteau en drap que je portais souvent pour le travail et le sac en cuir qui était sur une étagère et les a traînés vers le salon. « Mais qu'est-ce que vous faites ?» ai-je crié en fronçant les sourcils et en m'avançant pour récupérer mes affaires. Mais Madame Chantal a été plus rapide. Elle a violemment jeté le sac et le manteau vers la porte d'entrée, qui ont atterri jusque sur le palier. Ses yeux brillaient d'un rouge injecté d'une colère extrême. Elle s'est plantée les mains sur les hanches, a montré la porte du doigt
et a crié si fort que tous les voisins ont probablement dû l'entendre. « Dehors! Fous le camp de chez moi tout de suite. Dans cette maison, c'est moi qui commande. Tu oses me manquer de respect? Ne remets plus jamais les pieds ici. Va vivre dans la rue. On va voir si sans mon Julien tu ne meurs pas de faim. On verra combien de temps dure ton arrogance. Va-t'en. » Pendant qu'elle criait, elle haletait. Elle s'est tournée pour regarder Julien, espérant que son fils se joindrait à elle pour me soumettre. Clément avait aussi arrêté de manger et se tenait maintenant debout, les bras croisés, appuyé contre le mur, avec une expression moqueuse et satisfaite, comme s'il regardait une pièce de théâtre palpitante. L'ambiance était si tendue qu'il était difficile de respirer. Je suis restée silencieuse, regardant mon manteau jeté sur le palier froid, puis je me suis tournée vers Julien. Mon cœur ne battait plus à tout rompre à cause de la colère. Il se refroidissait progressivement, aussi froid que cette assiette de riz abandonnée sur la table. J'attendais un mot de Julien. J'espérais voir s'il lui restait un peu d'humanité, s'il était capable de reconnaître à quel point sa mère était absurde et irrationnelle. Il était celui qui savait le mieux au nom de qui était le titre de propriété. Il savait parfaitement qui entretenait toute sa famille. Mais Julien a simplement claqué la langue, détourné le regard et évité mes yeux. Sa voix a résonné, monotone, sans aucune émotion. « Tu vois, Sophie? Il a fallu que tu mettes maman dans cet état pour être satisfaite, n'est-ce pas? Sors un moment prendre l'air. Quand tu reconnaîtras ton erreur, tu reviendras et tu demanderas pardon à maman. Et alors je t'ouvrirai la porte. Avec cette attitude que tu as maintenant, je ne peux pas te défendre. » Les mots de Julien ont coupé le dernier fil de patience qui me restait. Il s'avérait qu'il n'était pas bête, il était juste trop lâche et égoïste. Il consentait à ce que sa mère usurpe mon espace vital pour protéger son fragile ego d'homme raté. Il était convaincu qu'une femme orpheline et sans soutien comme moi, en étant jetée à la rue en pleine nuit, prendrait peur et devrait s'agenouiller en suppliant pour pouvoir rentrer. Il se trompait sur toute la ligne. Je n'ai pas pleuré. Pas une seule larme ne m'a échappé. La douleur a laissé place à une étrange lucidité et détermination. Je suis sortie lentement sur le palier. Je me suis penchée pour ramasser mon sac et mon manteau. La poussière tachait le manteau clair. Avec calme, je l'ai secoué de la main et je l'ai enfilé. En me retournant, je me suis retrouvée face aux 3 visages qui me dévisageaient de l'intérieur de l'appartement. Madame Chantal gardait toujours son air triomphant, le menton levé. Clément souriait avec dédain. Et Julien, ses yeux brillaient d'attente. Attendant le moment où j'allais fondre en larmes et demander pardon, je l'ai regardé droit dans les yeux d'une voix douce mais claire. « Julien, souviens-toi bien de ce moment. C'est vous qui me mettez à la porte. » Ensuite, mon regard a dévié vers ma belle-mère et un sourire froid s'est dessiné sur mes lèvres. « Madame Chantal, vous voulez me jeter dehors? D'accord. Mais n'oubliez pas que c'est ma maison. Ceux qui vont devoir se retrouver à la rue, ce n'est pas moi, ce sont les parasites sans vergogne. Profitez bien de votre dîner, car ce sera le dernier repas décent que vous ferez dans cet appartement. » Cela dit, j'ai tendu le bras avec décision et j'ai tiré violemment la porte d'entrée. Le claquement a résonné d'un bruit sec, se refermant sur les visages stupéfaits et sans temps de réaction de ma belle famille. En marchant dans le long et interminable couloir de l'immeuble, le bruit de mes talons marquait un rythme régulier sur le sol en marbre. J'ai ressenti une légèreté inhabituelle dans la poitrine. Le lourd fardeau qui m'avait oppressé pendant toutes ces années de belle-fille semblait être resté complètement derrière moi, derrière cette porte. J'ai appelé l'ascenseur, je suis descendue au parking et je me suis assise dans ma voiture, celle que j'avais achetée avec mes propres efforts. J'ai démarré le moteur, les phares se sont allumés, éclairant la rampe qui menait à la rue. Les rues de Paris la nuit étaient calmes. La lumière orangée des lampadaires filtrait à travers le pare-brise. Où allais-je aller maintenant? Chez une amie pour pleurer et raconter mes peines? Non, je ne voulais causer de problème à personne, ni qu'on me voie dans un état pitoyable. Louer une chambre d'hôtel pour passer la nuit et régler les choses demain? Non plus. Je ne pouvais pas permettre à ces gens de dormir paisiblement dans mon lit, dans la maison de mes parents, ne serait-ce qu'une nuit de plus. J'ai sorti le téléphone de mon sac et cherché dans mes contacts. Mon doigt s'est arrêté sur le nom de Céline, agente immobilière. Céline était une ancienne camarade d'université, une très bonne amie,
qui dirigeait maintenant une importante agence immobilière dans le 8e arrondissement. Je lui avais déjà parlé de l'asphyxie que je ressentais dans mon mariage, et elle m'avait toujours conseillé d'avoir une porte de sortie. J'ai appuyé sur le bouton d'appel. À l'autre bout, après quelques sonneries, une voix chaleureuse mais endormie a retenti. « Sophie ? Que se passe-t-il pour que tu m'appelles à cette heure ? » « Céline, je l'ai décidé. Tu es au bureau ou à la maison ? Je peux passer te voir maintenant ?» Ma voix a résonné fermement, sans le moindre tremblement. En entendant mon ton sérieux, Céline a semblé se réveiller complètement. « Je suis à la maison, juste à côté de l'agence. »« Qu'est-ce qui se passe ? Vous vous êtes encore disputé ? » ?»« On m'a mise à la porte, Céline. » Et je dis avec un rire amer. « Je veux vendre l'appartement. Le vendre tout de suite. Prépare-moi les papiers de mandat. Je vais les signer ce soir même. Je ne veux rien garder qui me relie à cette famille. » Il y a eu un silence de quelques secondes à l'autre bout. Puis j'ai entendu le bruissement des draps, le clic d'une porte. Compris. La voix de Céline est devenue nette et professionnelle. « Je te soutiens. Nous les femmes, nous devons nous aimer nous-mêmes. Je vais au bureau t'attendre. Viens directement à l'avenue Victor Hugo, numéro 68. Je te préparerai une infusion bien chaude. Pour la vente, je m'en occupe. Je te garantis que je réglerai ça vite et au meilleur prix. » « Merci Céline, » ai-je répondu, et j'ai raccroché. J'ai appuyé sur l'accélérateur, et la voiture s'est élancée dans la nuit. L'air qui entrait par la fenêtre était frais, dissipant l'oppression de l'assiette de riz, l'odeur des restes et la cruauté de ces personnes. Pour la première fois de toutes ces années en tant qu'épouse et belle-fille, j'ai senti que je vivais vraiment, que je vivais pour moi-même. Une nouvelle bataille était sur le point de commencer. Et cette fois, j'étais sûre que je ne céderais jamais. Ma voiture avançait lentement sur l'avenue Victor Hugo, presque déserte. Paris la nuit avait une beauté silencieuse, très différente de l'agitation diurne. Les lampadaires projetaient une lumière jaunâtre sur l'asphalte lisse. À travers le pare-brise, se reflétaient mes mains fermement agrippées au volant. La climatisation refroidissait l'habitacle. Mais à l'intérieur de moi commençait à brûler une flamme chaleureuse de libération. La décision d'abandonner cet appartement, en laissant derrière moi ces gens misérables, était la plus juste que j'avais prise depuis des années. L'agence immobilière de Céline était au rez-de-chaussée d'un immeuble de bureaux donnant sur la rue. Quand je me suis garée sur le bateau, la lumière fluorescente de l'intérieur éclairait un coin du trottoir. Céline m'attendait déjà à la porte. Elle portait un pyjama en soie sombre avec un fin gilet par-dessus et les cheveux rassemblés en un chignon. Bien qu'elle ait été réveillée au milieu de la nuit, son visage conservait la perspicacité et le calme d'une femme d'affaires expérimentée. En me voyant descendre de la voiture, elle s'est approchée rapidement et a pris mes mains qui étaient glacées. Elle ne m'a pas bombardée de questions. Elle m'a simplement guidée vers l'intérieur, fermant la porte vitrée et nous isolant du vent nocturne. À l'intérieur de l'agence, le parfum de l'huile essentielle de citronnelle créait une atmosphère agréable et relaxante. Sur une table basse en noyer, une théière avec une infusion à la camomille et aux boutons de rose fumait. Céline m'a fait asseoir sur un canapé confortable et m'a servi une tasse bien chaude. D'une voix grave et chaleureuse, elle a dit « Bois pour te réchauffer. J'ai préparé tous les papiers comme tu me l'as demandé, mais avant de signer, je veux que tu te calmes. Raconte-moi jusqu'où sont allées les choses pour que tu décides de vendre l'appartement de tes parents au beau milieu de la nuit. » J'ai soulevé la tasse. La vapeur a embué mes yeux, mais j'ai refusé de verser la moindre larme. J'ai pris une gorgée de l'infusion et j'ai commencé à raconter à Céline tout ce qui s'était passé lors du dîner. Je lui ai parlé de l'assiette de blanquettes de veau froide et agglomérée que Madame Chantal m'avait obligée à manger. Je lui ai parlé du festin préparé exclusivement pour Julien et Clément. Je lui ai parlé de la complaisance, de l'indifférence et des paroles blessantes de Julien. Je lui ai raconté le moment où Madame Chantal a jeté mon manteau et mon sac sur le palier, en me hurlant de partir de chez moi, la maison qui m'appartenait légalement. Mes paroles coulaient claires et cohérentes, sans sanglots ni nœuds dans la gorge. On aurait dit une spectatrice racontant un film tragique dont on l'avait involontairement forcée à être l'héroïne. Céline écoutait avec les sourcils froncés et les poings serrés sur la table. Quand j'ai eu terminé, elle a soupiré profondément et a secoué la tête. Elle m'a regardé dans les yeux avec un mélange de peine et d'indignation. Ils se prennent pour les rois du monde. Je te l'avais dit il y a longtemps. Être soumise avec des gens sans gêne ne fait que nourrir leur cupidité. Cet appartement est le fruit des efforts de tes parents. C'est ton refuge,
pas une pension gratuite pour qu'il piétine ta dignité. Tu as bien raison de le vendre. On efface tout, et on recommence. Avec l'argent, tu le mets à la banque ou tu l'investis ailleurs. Tu t'achètes un appartement plus petit, mais où tu as la paix, sans avoir à entretenir des parasites. J'ai hoché la tête. C'était exactement ce que je pensais. Cet appartement de luxe avait été mon foyer, rempli de souvenirs heureux avec mes parents. Mais maintenant, chaque mètre carré était souillé par l'égoïsme, la négligence et l'ingratitude de la famille de Julien. Mon bureau transformé en décharge, l'antiquité de mon père abandonnée sur la terrasse. Mon espace vital usurpé de façon éhontée. Conserver cet appartement ne ferait que me ramener des souvenirs de ces jours de servitude non rémunérée, de torture physique et mentale. Un foyer doit être un refuge, mais la porte de chez moi était l'origine de toutes mes tempêtes. Céline s'est levée, est allée à son bureau et a sorti un épais dossier. Elle a posé devant moi le mandat d'exclusivité et d'autres documents liés à la vente. Elle m'a expliqué chaque clause avec soin. Lise bien les données, la surface, le numéro de registre de la propriété et le prix de vente que tu souhaites. Je sais que tu veux vendre vite, alors nous le mettrons un peu en dessous du prix du marché pour conclure la vente dès demain. J'ai un portefeuille de clients qui cherchent dans le 16e arrondissement. Ils sont solvables et prêts à payer comptant si ça leur plaît. Signe le mandat, et demain matin j'emmènerai les clients voir l'appartement. J'ai pris le stylo et j'ai repassé les lignes claires imprimées sur le papier. Je me suis sentie incroyablement soulagée. Chaque trait de ma signature était comme un coup de couteau précis qui tranchait les chaînes invisibles qui m'avaient liée pendant des années. Après avoir tout signé, j'ai rendu le dossier à Céline. Je te confie tout. Demain matin, emmène directement les clients à l'appartement. Je serai là pour les recevoir. Je veux que ces gens voient de leurs propres yeux les conséquences de vouloir s'approprier ce qui n'est pas à eux. Céline a rangé les documents dans le coffre-fort et m'a tapoté l'épaule. Reste dormir chez moi cette nuit. La chambre d'amis au 2e étage est toujours propre. Demain, on prendra le petit déjeuner ensemble et on ira régler cette affaire une bonne fois pour toutes. Nous, les femmes, n'avons besoin de dépendre d'aucun homme pour survivre. Demain, nous allons leur donner une bonne leçon de bonne manière. Je lui ai souri, reconnaissante. Cette nuit-là, dans un lit inconnu mais sûr, je n'ai pas souffert d'insomnie. J'ai dormi profondément, sans cauchemar, sans les ronflements de Julien, ni le bruit agaçant de la vaisselle de ma belle-mère. Je savais que l'aube du lendemain marquerait un nouveau départ total pour moi. Le soleil radieux filtrait par les fentes des rideaux, me réveillant du sommeil le plus profond et le plus réparateur que j'ai eu en 3 ans. Je me suis étirée en respirant profondément. L'air dans la chambre de Céline sentait l'assouplissant, très différent de l'odeur d'humidité, d'huile rance et de poubelle de ma cuisine, à cause de la paresse de Clément à sortir les ordures. Aujourd'hui, c'était le week-end, et le temps à Paris était splendide. Je suis entrée dans la salle de bain, je me suis préparée, légèrement maquillée, et j'ai choisi une élégante robe de bureau bleue. Je voulais me présenter de façon impeccable, digne, sans l'aspect débraillé d'une femme qui vient d'être jetée à la rue au milieu de la nuit. Quand je suis descendue dans la salle à manger, Céline avait déjà préparé du café au lait avec des croissants chauds. Nous nous sommes assises à table et, tout en savourant le petit déjeuner, nous avons passé en revue le plan pour la matinée. Céline m'a annoncé la bonne nouvelle qu'elle avait contacté un jeune couple, Marc et Hélène. Ils venaient de vendre un terrain dans leur région d'origine, avaient l'argent en espèces et avaient besoin d'acheter un appartement de 3 chambres dans le centre pour que leurs enfants puissent aller dans une bonne école. S'ils aimaient l'appartement, ils étaient prêts à laisser un acompte sur le champ et à payer le reste dans la semaine. Tout se passait comme prévu. Juste au moment où je trempais un croissant dans mon café, mon téléphone a vibré sur la table. Sur l'écran est apparu le nom « Belle-mère ». Un sourire ironique s'est dessiné sur mes lèvres. Je m'y attendais. Connaissant le caractère de Madame Chantal, mon absence de toute la nuit, sans demander la permission, avait dû blesser son orgueil au plus profond. Mais ce qui était étrange, c'était l'heure de l'appel. L'heure à laquelle elle se levait normalement et commençait à exiger que je lui serve le petit déjeuner. J'ai laissé le téléphone sonner un peu plus longtemps. J'ai terminé tranquillement mon croissant, puis j'ai décroché en activant le haut-parleur. Immédiatement, la voix criarde et autoritaire habituelle a résonné, me perçant presque les tympans. L'appel ne montrait aucune inquiétude quant à l'endroit où sa belle-fille avait passé la nuit, seulement l'arrogance et les ordres déraisonnables de quelqu'un habitué à commander. « Où es-tu passé depuis hier soir ? Sais-tu quelle heure il est ?
Et tu n'as toujours pas montré le bout de ton nez à la maison? Tu te crois bien maligne de faire ça? À qui crois-tu faire peur avec tes caprices? Dans cette maison, on ne tolère pas les belles filles qui se fâchent contre leur mari et leur belle-mère, et qui fichent le camp passer la nuit dehors. Tu cherches à salir le nom de ma famille? Je te le dis. Moi. Julien est un saint, et il te gâte trop. C'est pour ça que tu te permets ces caprices. Si c'était dans une autre famille, on t'aurait déjà mise à la porte définitivement. La voix de Madame Chantal était un torrent incessant, sans me laisser en placer une. Elle s'arrogeait le droit de juger et de décider de tout. Le plus effrayant, c'était qu'elle semblait avoir effacé de sa mémoire que c'était elle-même qui avait jeté mes affaires et m'avait mise à la rue la nuit précédente. Dans son esprit étroit, mon départ n'était qu'une combine de belles filles rebelles pour attirer l'attention. Et maintenant, il était temps pour elle, la matriarche, de remettre de l'ordre. Écoute-moi bien. Rentre immédiatement et, en chemin, passe par le marché et achète-moi 1 kilo de côte de porc pour faire un ragoût. Clément a étudié tard hier soir et ce matin il a envie d'un bon plat mijoté. Achète aussi un poulet fermier pour le rôtir à midi et quand tu arriveras, tu auras intérêt à nettoyer le désastre dans le salon. C'est plein de coquilles de pistache. Si tu franchis la porte, que tu cuisines et que tu nettoies comme si de rien n'était, je fermerai les yeux sur ce qui s'est passé hier, comme si rien n'était arrivé. Si tu te comportes bien et que tu es obéissante, je dirai à Julien de ne pas se fâcher contre toi. Compris? Céline, assise en face de moi, écoutait tout via le haut-parleur. Elle écarquilla les yeux, laissa tomber ses couverts et se couvrit la bouche, secouant la tête, incrédule qu'une femme aussi effrontée et avec de telles illusions de grandeur puisse exister. Mettre quelqu'un à la porte de chez elle et l'appeler le lendemain matin pour lui donner des ordres comme si elle était une domestique, en prétendant en plus lui pardonner. J'ai pris le téléphone, désactivé le haut-parleur et l'ai collé à mon oreille. Ma voix a résonné froide, calme et extrêmement claire, sans trace de colère ou de ressentiment. Je ne la considérais plus comme ma belle-mère, ni moi-même comme la belle-fille de cette famille. Madame Chantal, vous vous êtes trompée de numéro. Je ne suis pas la femme de ménage de votre maison. À partir du moment où vous avez jeté mes affaires par la porte et m'avez mise à la rue, j'ai cessé d'avoir la moindre obligation de vous obéir ou de servir quiconque de votre famille. Si vous voulez un ragoût de porc et du poulet rôti, prenez votre panier, allez au marché et cuisinez. Et dites à Clément de lâcher son téléphone et de balayer les coquilles de pistache qu'il a lui-même jetées. Je ne remettrai plus jamais les pieds dans cette maison pour vous servir, pas une seconde de plus. Profitez du temps qu'il vous reste. Sans laisser le temps à Madame Chantal de répliquer ou de hurler de nouvelles insultes, j'ai raccroché d'un coup sec. Ensuite, j'ai rapidement bloqué son numéro. Voilà. La paix est revenue dans la salle à manger. Céline a applaudi. Bravo. C'est comme ça qu'il faut faire. D'une main de fer. C'est le seul langage qu'ils comprennent. Je ne sais vraiment pas comment tu as pu supporter cette femme toutes ces années. Quel culot de traiter sa belle-fille comme une esclave, et avec de tels airs de grandeur. Maintenant, termine ton petit déjeuner. Prends des forces, parce que dans un moment, nous allons régler nos comptes avec ces parasites. J'ai souri, soulagé, et j'ai continué à manger. Le café au lait m'a réconforté, dissipant toute la tension. Assurément, quand une personne laisse de côté les fausses attentes et ose affronter la vérité, tout devient incroyablement plus léger. Les menaces de Madame Chantal ne me faisaient plus peur, et je me fichais éperdument de ce que Julien pourrait penser. Ma vie, ma propriété, je devais les récupérer par moi-même. Après le petit déjeuner, Céline et moi sommes allés à l'agence pour finaliser quelques formalités. Les clients de Céline, Marc et Hélène, étaient un couple de professionnels très bien élevés. Au téléphone, ils se sont montrés très intéressés par l'emplacement de mon appartement, car il était près de l'école où ils voulaient scolariser leur fils. Ils ont dit qu'ils iraient le voir en début d'après-midi. Si l'endroit correspondait aux photos et que les données du titre de propriété correspondaient, ils laisseraient un acompte de 5 000 € sur le champ. Vers midi, Céline et moi sommes allés dans un élégant restaurant à proximité. Nous avons commandé des plats raffinés et, tout en mangeant, nous avons discuté de mes projets d'avenir. Je pensais qu'après avoir vendu l'appartement et finalisé le divorce, je prendrais 1 semaine de vacances pour voyager, être en Bretagne ou sur la Côte d'Azur, pour changer d'air et me ressourcer. L'ambiance du restaurant, avec une musique de piano en fond sonore et un délicieux saumon à la plancha avec une sauce aux agrumes,
contrastait énormément avec le dîner oppressant et l'assiette de blanquettes froides de la veille. J'ai réalisé que la valeur d'une femme ne réside pas dans ce qu'elle sacrifie pour la belle famille, mais dans le fait de savoir s'apprécier et de s'offrir le meilleur. À midi pile, l'écran de mon téléphone s'est illuminé de nouveau. Cette fois, c'était un message de Julien. Depuis mon départ la nuit précédente, c'était sa première communication. J'ai déverrouillé le téléphone. Le message était bref, mais chargé d'une supériorité et d'une arrogance répugnante. « Tu as fini de te cacher ? As-tu retenu la leçon ? Maman est très en colère parce que tu l'as appelée ce matin pour lui manquer de respect. Aujourd'hui, je ne rentre pas manger à la maison. Cet après-midi, en sortant du travail, file droit à la maison, prépare le dîner et rend l'appartement impeccable. Si ce soir, quand je rentre, tout est en ordre, je parlerai à maman pour qu'elle te pardonne. Et que ce soit la dernière fois que tu mets ma patience à l'épreuve avec tes gamineries. » Je me suis adossée à la chaise, fixant le message. Je n'ai ressenti ni colère ni douleur. Seulement un sentiment de ridicule qui me restait en travers de la gorge. Soudain, je me suis rendu compte à quel point j'avais été aveugle de dédier ma jeunesse à aimer et à me sacrifier pour un homme avec une mentalité aussi tordue. Dans l'esprit de Julien, mon départ de la veille n'était qu'un jeu de cache-cache d'une enfant gâtée. Il pensait que je n'avais ni argent ni soutien, et qu'après une nuit aérée dans la rue, j'avais déjà goûté à la saveur de la peur et du froid. Il était convaincu qu'à ce moment-là, je devais être en train de pleurer dans un coin, attendant qu'il m'accorde la permission de revenir, et que je courais docilement à la maison, baisserais la tête pour m'excuser, et continuerais à remplir mes devoirs de domestique. Sa mentalité patriarcale était profondément enracinée. Il se voyait comme le centre de l'univers, le grand pilier auquel je devais m'accrocher pour exister. Il oubliait complètement la réalité crue. Il vivait chez moi, mangeait avec mon argent, et dépensait le salaire que je gagnais avec tant d'efforts. La complaisance de Julien envers sa mère n'était pas par piété filiale, mais par lâcheté. Il voulait utiliser sa mère pour exercer un pouvoir sur moi, pour m'obliger à me soumettre, pour faire de moi une machine à billets et le servir inconditionnellement. « Sophie, qu'est-ce qu'on t'écrit pour que tu fasses cette tête ?» a demandé Céline, curieuse, tout en prenant une gorgée de son verre de vin. Je lui ai passé le téléphone. « Lys. C'est mon mari. L'homme pour qui j'en ai rejeté tant d'autres et avec qui j'ai décidé de me marier. » Céline a lu le message et a éclaté de rire. Un rire chargé de sarcasme. « Mon Dieu, quel égocentrique. Ce type a une folie des grandeurs dignes d'un manuel. Il se prend pour le roi ou quoi ? Quel ton ? As-tu retenu la leçon ? Je parlerai à maman pour qu'elle te pardonne. Je te le dis, Sophie. Ce genre d'homme inutile et arrogant. Si tu le mets à la rue, personne ne le ramassera. Qu'est-ce que tu vas lui répondre ? Tu veux que je te rédige un message bien rempli d'insultes pour te défouler ? J'ai secoué la tête, repris mon téléphone et l'ai rangé dans mon sac. Ce n'est pas la peine, Céline. Discuter avec un imbécile ne fait que te rabaisser à son niveau. Il veut savoir si j'ai retenu la leçon. Cet après-midi, il aura la réponse la plus claire qui soit. Je ne lui répondrai pas. Je vais le laisser vivre dans sa bulle de pouvoir quelques heures de plus. Mangeons vite et allons à l'appartement. Les clients sont sur le point d'arriver. J'ai esquissé un sourire confiant et déterminé. Mon silence n'était pas de la soumission. C'était le calme avant la tempête. J'allais emmener personnellement l'agente immobilière et les acheteurs dans l'appartement. Je voulais faire s'effondrer toute l'arrogance, le parasitisme et les délires de la famille de Julien avec la plus cruelle des réalités. Après avoir payé l'addition, nous sommes allés au parking. Ma voiture s'est dirigée vers la zone résidentielle luxueuse du 16e arrondissement. En voyant l'agitation des gens par la vitre, j'ai ressenti une immense liberté. Aujourd'hui, j'allais moi-même expulser ces indésirables de ma vie, ramenant la propreté et la paix dans l'espace qui m'appartenait. Je me suis garée à ma place habituelle dans le parking souterrain. Je suis sortie de la voiture et, avec Céline et le couple Marc et Hélène, je me suis dirigée vers le hall des ascenseurs. Le couple ne cessait de faire l'éloge de la sécurité, de la propreté et du standing de la copropriété. Ils étaient très impatients de voir la disposition de l'appartement. Je souriais poliment, mais à l'intérieur, je ressentais un mélange de nervosité et d'excitation. Dans quelques minutes, ils assisteraient à une scène très vivante au sein de cet espace sécurisé et propre. L'ascenseur s'est arrêté au 15e étage. J'ai marché d'un pas assuré dans le couloir de marbre brillant vers la porte familière en bois de chêne. J'ai sorti mon trousseau de mon sac.
Le cliquetis métallique a résonné alors que j'introduisais la clé dans la serrure. D'une légère rotation, la porte s'est ouverte. À l'instant même où elle s'est ouverte, une bouffée d'air lourd, un mélange d'odeurs d'ail frit et de poubelles accumulées, a assailli les narines des visiteurs. Hélène a plissé le nez instinctivement et s'est couverte la bouche de la main. Marc a également froncé les sourcils en regardant autour de lui. Je suis entrée et j'ai allumé le lustre du salon, éclairant et exposant toute la sordidité de l'intérieur. Le salon ressemblait à un champ de bataille. Sur le canapé en cuir coûteux, des vêtements non pliés étaient jetés n'importe comment. Le parquet était couvert de détritus, de coquilles de pistache, de peaux de litchi et de morceaux de papier. Au centre, la télévision à écran plat était à plein volume, diffusant une émission bruyante de variété française. Madame Chantal était allongée sur le canapé, les pieds sur la table basse en verre, mangeant des pistaches et crachant les coquilles par terre. Depuis mon ancien bureau provenaient les sons de jurons et le cliquetis incessant d'un clavier. Clément était plongé dans une partie de jeux vidéo en ligne très tendue. La porte était grande ouverte, révélant des bouteilles de boissons énergisantes jetées sous le bureau. Notre présence, 4 personnes habillées de manière élégante et professionnelle, détonnait complètement dans cette ambiance désordonnée et malodorante. Le bruit de la télévision et les gros mots de Clément couvraient le bruit de nos pas, si bien qu'ils ne se sont pas rendus compte de notre arrivée. J'ai raclé ma gorge bruyamment, essayant de faire du bruit. Ce n'est qu'à ce moment-là que Madame Chantal a sursauté et s'est retournée. En me reconnaissant sur le pas de la porte aux côtés de 3 inconnus, son sourire de satisfaction s'est évanoui, remplacé par une stupéfaction totale. Elle s'est dépêchée de ramasser les vêtements sur le canapé, les a jetés de côté, a mis ses chaussons et s'est levée maladroitement. « Qu'est-ce que tu fais là, toi ?» Madame Chantal m'a pointé du doigt puis a regardé les étrangers. « Et ces gens, c'est qui ? Tu te casses toute la nuit et maintenant tu reviens avec une bande d'inconnus pour faire un scandale. À qui crois-tu faire peur ?» Clément a aussi entendu le bruit. Il a laissé tomber son casque sur le bureau avec irritation et est sorti dans le salon avec un regard furieux. « Belle-sœur, c'est quoi ce chahut ? Tu ne vois pas que je suis au milieu d'une partie importante ? Tu fais entrer des étrangers dans la maison sans demander la permission. Tu te crois où ?» L'insolence de la mère et du fils était totalement exposée devant les clients. Marc et Hélène ont reculé d'un pas avec un regard de confusion et d'embarras. Ils m'ont regardé comme s'ils attendaient une explication. Céline, en bonne professionnelle, s'est avancée, s'interposant entre Madame Chantal, son fils et moi. Et avec calme et éducation, elle a élevé la voix pour se faire entendre par-dessus le bruit. « Bonjour, je suis Céline, de l'agence immobilière, et voici Monsieur Marc et Madame Hélène, nos clients. Nous venons avec l'autorisation légale de Madame Sophie pour visiter cet appartement et procéder à la signature d'un acompte pour l'achat. Je vous prie de garder votre calme et de ranger un peu pour que nos clients puissent voir les pièces. » La déclaration de Céline a résonné clairement et directement, portant un coup fatal à l'esprit de Madame Chantal et de Clément. Ils sont restés paralysés, la fixant, puis me regardant, avec une expression d'incrédulité absolue. Les concepts « vendre l'appartement » et « acompte d'achat » semblaient être une langue extraterrestre pour eux. Dans leur esprit étroit, cette maison était leur forteresse, la propriété de leur fils, frère. Comment allais-je amener des gens pour la vendre de mon propre chef ? Vendre l'appartement ? Qui t'a donné la permission ? A hurlé Madame Chantal, la voix brisée. Elle a couru vers la télévision, a attrapé la télécommande, l'a éteinte d'un coup sec et s'est tournée pour me foudroyer du regard. « Tu es folle, Sophie ? C'est la maison de Julien, la maison de ma famille ? De quel droit tu amènes ces gens pour la vendre ? Et vous, dehors, immédiatement. Cet appartement n'est pas à vendre. Dehors. » Clément s'est joint à sa mère, a remonté ses manches et s'est planté au milieu du couloir qui menait aux chambres avec une attitude de voyou défiant. « Foutez le camp d'ici, tous autant que vous êtes. C'est chez moi. Ne croyez pas qu'en amenant des acteurs pour nous faire peur à ma mère et moi, vous allez obtenir quoi que ce soit. Si je ne vous fous pas à la porte à coups de pied, je ne m'appelle pas Clément. » La tension était insupportable. Marc, visiblement contrarié par une telle grossièreté, a tiré sa femme vers la porte, prêt à s'en aller. Mais je lui ai souri pour le rassurer. J'ai fait un pas en avant, affrontant directement ma belle-mère et mon beau-frère, avec un regard froid comme la glace. La farce de leur délire était sur le point de prendre fin. « Sophie, tu vas vraiment faire un scandale. Je vais appeler Julien pour qu'il vienne te casser les jambes », a hurlé Madame Chantal, cherchant son téléphone avec des mains tremblantes, sans cesser de proférer des insultes.
Elle était vraiment paniquée. Mon attitude imposante et le professionnalisme des visiteurs lui ont fait percevoir une menace réelle qui détruisait sa carapace d'arrogance. Clément, planté au milieu de la pièce, la poitrine haletante et le visage rouge, a pointé Marc du doigt. « Et vous ? Je vais vous dire un truc. Cet appartement n'est pas à vendre. Cette femme vous trompe. L'appartement est au nom de mon frère. Elle n'est qu'une femme entretenue. Partez immédiatement, ou j'appelle la sécurité pour qu'il vous vire. » Face à l'agressivité et aux calomnies éhontées de Clément, je n'ai pas bronché. Je me suis tournée vers Marc et Hélène avec une voix sereine mais résonnante. « S'il vous plaît, attendez un moment. Personne ne vous trompe. Ceux qui se trompent eux-mêmes sont ceux que vous avez devant vous. » Cela dit, j'ai plongé la main dans mon sac de Marc et j'ai sorti un dossier bleu. Je l'ai ouvert et j'en ai extrait le titre de propriété du logement et ma carte d'identité. D'un geste ferme et décidé, j'ai jeté les 2 documents sur la table basse en verre. Clac. Le son sec a résonné. Le document épais est resté au milieu du désordre des coquilles de pistache. Son sceau officiel frappant la vue de Madame Chantal et de Clément comme une gifle qui les réveillait de leurs rêves. Je me suis approchée de la table, j'ai tapé sur l'acte de propriété de l'index et, articulant chaque mot comme si j'enfonçais un clou, j'ai dit « Ouvrez bien les yeux et lisez. Au nom de qui est ce titre de propriété ? Au nom d'une seule personne, Sophie Dupont. Ce bien est un héritage de mes parents. Je suis l'unique et légitime propriétaire devant la loi. Votre bon vieux Julien n'a pas mis un centime dans cet appartement. » Madame Chantal a eu le souffle coupé. Elle s'est penchée en plissant les yeux, s'efforçant de lire les lettres imprimées sur le papier. Mon nom apparaissait clairement dans la section propriétaire, sans aucune trace de Julien ni de bien commun. Son visage est passé du rouge au blanc pâle. Ses lèvres tremblaient sans pouvoir articuler un mot. Clément s'est aussi penché à la hâte, les yeux exorbités par l'horreur. « Non, ce n'est pas possible, » a-t-il balbutié. Julien a dit. « Qu'est-ce qu'a dit ton cher Julien ?» l'ai-je interrompu avec un sourire méprisant. Il a dit qu'il avait acheté la maison ? Il a dit que j'étais une femme entretenue pour que vous puissiez me marcher dessus à votre guise ? C'est fini. La fantaisie d'être en visite pour quelques jours. Vous avez pris racine ici depuis 3 ans. Vous avez transformé ma maison en décharge. Vous avez jeté les souvenirs de mon père. Vous m'avez jeté de ma propre maison. Et maintenant, vous vous faites passer pour les propriétaires et vous chassez mes invités ? J'ai ramassé le titre de propriété et ma carte d'identité. Je les ai soigneusement rangés dans mon sac et j'ai levé la tête, balayant la mer et le fils d'un regard de mépris absolu. Ma voix a résonné dans le salon, froide et sans admettre de réplique. J'annonce officiellement que j'ai vendu ma maison. J'ai signé tous les documents de mandat pour l'agence hier soir. Monsieur Marc et Madame Hélène seront les nouveaux propriétaires. Alors dépêchez-vous, ramassez vos affaires, vos vêtements et vos déchets. Et foutez le camp d'ici immédiatement. Je vous donne exactement 1 heure. Si dans 1 heure vous n'êtes pas parti, j'appelle la police pour violation de domicile. Mes mots clairs et percutants ont anéanti le dernier et fragile espoir de ma belle famille. Madame Chantal a reculé en titubant et s'est effondrée sur le canapé. Elle a porté la main à sa poitrine, le souffle coupé, le regard perdu, incapable de traiter la cruelle vérité. Sa carapace de belle-mère autoritaire et orgueilleuse volait en éclats, laissant à découvert une honte et une humiliation insupportables devant des inconnus. Clément est resté pétrifié, les bras ballants, sans oser prononcer une seule menace de plus. Il venait de comprendre que la loi ne protège pas les parasites. Céline, voyant que la situation était sous contrôle, a tapoté l'épaule de Marc et Hélène. Comme vous le voyez, le titre de propriété est totalement transparent. Ce petit problème familial, Sophie le réglera aujourd'hui même. Maintenant, si vous voulez bien m'accompagner, je vais vous montrer les chambres et la cuisine. Ignorez-les, ne vous inquiétez pas. Le couple a hoché la tête et suivi Céline, commençant l'inspection de l'appartement. Ils sont passés devant Madame Chantal et son fils comme s'ils étaient des fantômes invisibles, commentant la possibilité d'abattre une cloison ou de changer la couleur de la peinture. Chacun de leurs commentaires était comme un couteau retourné dans le cœur saignant de la mère et du fils, rempli de regrets et d'humiliation. L'appartement de luxe, la climatisation centrale, la vie confortable. Tout leur avait échappé des mains en un instant, pour toujours. Je suis restée debout au milieu du salon, les bras croisés, à les observer se recroqueviller sur le canapé. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro de Julien,
Le moment était venu pour le chef de famille de rentrer et d'assister à la fin désastreuse que sa propre faiblesse et sa tromperie avaient provoquée. La demande de divorce et une facture symbolique pour les 3 années de dépenses étaient déjà dans mon sac. J'attendais de donner le coup de grâce. L'appel a été vite connecté. La voix de Julien à l'autre bout était toujours arrogante et autoritaire. Il m'a demandé pourquoi j'appelais. Si c'était parce que j'avais déjà reconnu mon erreur et que j'étais en route pour la maison afin de préparer le dîner. Je n'ai pas répondu directement. Je lui ai juste lancé une phrase courte et glaciale. Demande à quitter le travail et viens à la maison tout de suite. Si tu n'es pas là dans 30 minutes, ta mère et ton frère seront jetés à la rue avec leur tas d'ordures. À toi de décider. Ceci dit, j'ai raccroché sans lui laisser le temps de réagir. De retour dans le salon, une atmosphère sombre enveloppait Madame Chantal et son fils. Après le choc initial d'avoir vu le titre de propriété à mon nom, le caractère obstiné de Madame Chantal et son habitude de blâmer les autres ont refait surface. Elle a bondi du canapé, s'est planté les mains sur les hanches, le visage rouge de fureur. L'humiliation d'être démasquée devant des étrangers l'a poussée dans un état de rage aveugle. Elle a commencé à hurler, utilisant les mots les plus venimeux pour me maudire. Ingénue et ingrate. Tu mords la main qui te nourrit. Quelle malchance a eu ma famille de faire entrer une vipère comme toi dans la maison. Tu te crois le droit de piétiner ta belle-mère parce que tu possèdes cet appartement? Mon fils Julien se tue à la tâche pour ramener de l'argent à la maison. Moi, je te sers tes repas du matin au soir. Tu es une ingrate, et maintenant tu oses amener des gens pour vendre la maison et nous jeter à la rue. Le ciel te punira d'être une belle fille aussi sans cœur. Clément, retrouvant un peu de son faux courage, s'est joint à sa mère. C'est ça, pour qui tu te prends? Mon frère est chef de projet, il gagne une fortune. Il donne tout à ma mère pour les dépenses. Toi, avec ton salaire de misère, tu ne sais que gaspiller en sac à main et en robe. Et maintenant tu veux nous voler le fruit de nos efforts. Tu rêves. Si tu vends cette maison, je te jure que je ne te laisserai pas vivre en paix à Paris. Leurs mensonges éhontés ne m'ont pas mise en colère, ils m'ont seulement donné la nausée. Le mensonge était tellement enraciné en eux qu'ils s'aveuglaient eux-mêmes et croyaient à leur propre fausseté. Marc et Hélène avaient déjà fini de visiter les chambres et étaient retournés dans le salon. En entendant les cris de Madame Chantal, ils m'ont regardé avec un mélange de pitié et de doute. Céline allait intervenir. Mais je l'ai arrêtée d'un geste. Je voulais extirper cette tumeur moi-même. Avec calme, j'ai ouvert la fermeture de mon sac et j'ai sorti un autre dossier soigneusement agrafé. Ce n'étaient pas les papiers de la maison, mais le résultat d'une nuit blanche passée à compiler des informations. Je me suis approchée de la table basse et j'ai laissé tomber le dossier devant Madame Chantal et Clément. Ingrate, hein? J'ai hoché la tête avec un sourire amer. Eh bien, aujourd'hui nous allons faire les comptes. Vous n'arrêtez pas de dire que Julien entretient cette maison, que votre mère me sert et que je suis une entretenue. Alors ouvrez grand vos yeux et lisez chacune de ces pages. Madame Chantal a regardé les papiers avec méfiance, tournant les pages avec des mains tremblantes. Clément s'est aussi penché. C'étaient des photocopies de mes relevés bancaires et un tableau Excel imprimé en couleur. Avec tout détaillé au centime près, j'ai commencé à expliquer d'une voix claire. Chaque mot était comme un coup de marteau sur leur fausse fierté. Première page. Frais de copropriété, place de parking, taxes foncières, électricité, eau, Internet. Chaque mois, tout a été payé automatiquement depuis mon compte personnel. Sur les 3 dernières années, un total de plus de 15 000 €. Deuxième page, les courses au supermarché et les autres dépenses quotidiennes. Chaque mois, 800 € que je retirais en espèces et que je vous donnais en main propre pour aller au marché. Multiplié par 3 ans, ça fait plus de 28 000 €. J'ai fait une pause, fixant les yeux terrorisés de Madame Chantal. Vous dites que vous me servez? Le matin, quand je pars à 7 heures pour aller travailler, vous êtes encore en train de ronfler. À midi, je mange au bureau. Et le soir, dès que j'arrive, je remonte mes manches pour cuisiner les plats chers que vous exigez pour régaler vos fils. Vous dites que Julien vous donne de l'argent, n'est-ce pas? Sur son salaire de 1 500 €, il vous donne 300 €. Le reste, il le dépense pour lui, pour des verres avec ses amis. Avez-vous déjà dépensé un seul centime de cet argent pour m'acheter ne serait-ce qu'une salade? Clément, essayant de sauver la situation, a balbutié. Mais en tant qu'épouse, c'est ta responsabilité de prendre soin de la famille. Quel genre de femme es-tu pour faire des comptes aussi mesquins? Ma responsabilité? J'ai ri aux éclats. Ma responsabilité est d'aimer mon mari,
pas d'être le distributeur automatique dont toute sa famille profite. Vous avez vécu dans mon appartement de 800 000 euros. Vous avez utilisé les charges que je payais. Vous avez mangé la nourriture que j'achetais. Vous avez dormi dans les lits que j'ai meublés. Toutes les dépenses, grandes ou petites, c'est moi seule qui les ai couvertes. Le total de cette liste s'élève à près de 45 000 euros. Et si on ajoute à cela le loyer qu'un tel appartement dans ce quartier m'aurait rapporté pendant 3 ans, le chiffre dépasserait les 100 000 euros. Alors dites-moi, qui est l'ingrat ici? Qui est le parasite sans vergogne? Les preuves irréfutables avec les tampons de la banque lui ont complètement fermé la bouche. Madame Chantal s'est laissée tomber sur la chaise, le visage vidé de son sang. Les papiers lui sont tombés des mains sur le sol. Toute sa vie, elle s'était vantée auprès de ses voisins que son fils était riche, qu'il avait acheté un appartement dans la capitale et que sa belle-fille dépendait de lui. Maintenant, ce masque volait en éclats. La vérité exposée de façon si brutale, c'était que sa famille n'était composée que de parasites vivant de l'effort d'une femme seule. Juste à ce moment-là, la porte d'entrée s'est ouverte à la volée. Julien est entré en courant, le visage en sueur, haletant. Il avait probablement monté les escaliers depuis le parking, par peur de ne pas arriver à temps. En voyant la scène dans le salon, il s'est arrêté net. Julien est resté pétrifié dans l'embrasure de la porte. Son regard parcourait frénétiquement la pièce. Il a vu les 2 inconnus debout à côté de Céline. Il a vu Clément la tête basse, dénué de son arrogance habituelle. Il a vu sa mère effondrée sur le canapé, la main sur la poitrine, entourée de papiers éparpillés par terre. Et finalement, son regard s'est posé sur moi. Son épouse, élégamment vêtue, le dos droit et le regard glacial, dépourvu de toute émotion. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» a balbutié Julien en entrant précipitamment. « Maman, qu'est-ce que tu as ?»« Sophie. Qui sont ces gens ? Pourquoi la maison est-elle dans un tel état ? » « Qu'as-tu fait ?» L'instinct de protéger sa famille et l'habitude de blâmer sa femme ont immédiatement refait surface. Sans rien comprendre, il m'attribuait déjà toute la faute. Son attitude ne m'a pas surprise. Elle n'a fait que confirmer que ma décision de ce jour était la bonne. J'ai reculé d'un pas, croisé les bras et répondu avec indifférence. « Te voilà. » « Bien. Nous sommes au complet. Je te présente Céline, agente immobilière, et voici Monsieur Marc et Madame Hélène, les nouveaux propriétaires de cet appartement. Je viens juste d'annoncer à ta mère et à ton frère la bonne nouvelle. J'ai vendu l'appartement. Maintenant, c'est à ton tour de le savoir. Vous avez exactement 1 heure pour ramasser vos affaires et foutre le camp d'ici. »« Vendre la maison ?» a crié Julien, le visage rouge de colère. « Tu es folle, Sophie ? De quel droit vends-tu la maison de ton propre chef ? Tu es ma femme, tu ne m'as pas consultée, tu n'as rien dit. C'est notre maison, le foyer de notre famille. Si tu jettes ma mère et mon frère à la rue, où vont-ils vivre ? Tu n'as pas de cœur. » J'ai esquissé un sourire amer. « Julien, n'utilise pas le pluriel notre. Depuis quand cette maison est à toi ? Depuis le premier jour où tu as mis les pieds ici, tu savais parfaitement que c'était ma propriété, un héritage de mes parents. Tu as laissé ta mère et ton frère s'installer à leurs aises, détruisant mon espace. Tu les as laissés faire. Tu m'as traité comme une bonne. Tu m'as obligé à manger des restes figés dans la graisse et tu as jeté mes affaires pour me mettre à la porte. Quand ta mère m'a jeté dehors en pleine nuit, où était ton cœur ? Pourquoi, à ce moment-là, n'as-tu pas pensé à l'endroit où moi j'allais vivre ? » Julien s'est mordu la lèvre avec un regard confus. Il s'est approché de moi en baissant la voix, essayant d'adopter le rôle du mari compréhensif devant les étrangers. « Sophie, je sais que maman est allée trop loin hier avec ses mots. Et j'ai aussi eu tort de ne pas l'arrêter. Mais les choses peuvent s'arranger. Le linge sale se lave en famille. Amener des étrangers, menacer de vendre l'appartement. Les gens vont rire de nous. Écoute-moi. Dis à ces personnes de partir. Maman est âgée, ne lui en veux pas. Je te promets qu'à partir de maintenant, je lui dirai de moins se mêler de nos affaires, de moins s'en prendre à toi. » Encore la même promesse vide. J'ai secoué la tête, mon regard ferme et inébranlable. Il n'y a pas de linge sale à laver. Cette porte, c'est ta mère qui l'a claquée hier soir. J'ai signé le mandat de vente. J'ai déjà reçu la compte. Personne ne peut changer ma décision. Et il y a autre chose que tu dois régler tout de suite. J'ai de nouveau plongé la main dans mon sac, j'ai sorti une feuille de papier soigneusement imprimée et je l'ai posée sur la table, juste au-dessus des relevés bancaires. Le titre en gras a sauté aux yeux de Julien.
Demande de divorce. Le visage de Julien est passé du rouge au blanc pâle. Il a regardé la demande, puis m'a regardé comme si j'étais une inconnue. Ses mains tremblantes ont pointé le papier. Tu veux vraiment le divorce? Pour une simple dispute? Tu vas jeter notre mariage par-dessus bord? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Ma voix était douce, mais acérée comme un couteau. Simple dispute? Tu appelles simple dispute la maltraitance psychologique, l'épuisement physique et l'humiliation de ma dignité pendant 3 ans? Je t'ai aimé. J'ai cru que l'amour pourrait surmonter n'importe quelle différence, mais je me suis trompée. Tu ne t'aimes que toi-même, toi et ton fragile ego d'homme adulé par sa famille. Vous m'avez utilisé comme une machine à billets, comme une bonne sans salaire. Cette demande est déjà signée de ma part. Signe-la toi aussi. Je ne me débarrasse pas seulement d'une maison pleine de parasites, je me débarrasse aussi d'un mariage toxique. À partir de maintenant, chacun de son côté. Almondsey. Le salon a plongé dans un silence de mort. Céline a souri légèrement, acquiesçant avec approbation. Le couple de Marc et Hélène n'a pas pu cacher un regard d'admiration, et la famille de Julien est restée là comme des statues de pierre, complètement anéantis face à ma résistance féroce et inébranlable. Ils savaient que cette fois, ils avaient vraiment perdu l'unique mine d'or de leur vie. L'atmosphère dans l'appartement était si dense qu'on aurait pu la couper au couteau. Ma déclaration de divorce, couplée à la fermeté des acheteurs, avait complètement écrasé la résistance de la famille de Julien. Il est resté immobile, fixant la demande de divorce sur la table, sans oser prendre un stylo ni supplier davantage. L'ego d'un homme patriarcal volait en éclats devant témoins. 1 heure, ai-je répété en regardant ma montre. Le compte à rebours a commencé. Dépêchez-vous, allez dans vos chambres et rassemblez toutes vos affaires personnelles. Les meubles et les objets qui ont été achetés avec mon argent, y compris cette télévision ou le canapé sur lequel vous êtes assis, on n'y touche pas. Tout ce qui n'est pas à vous et qui franchira cette porte sera considéré comme un vol. Madame Chantal a éclaté en sanglots. Des pleurs, non pas pour le mariage brisé de son fils, mais pour le luxe qu'elle était sur le point de perdre. Elle s'est levée en trébuchant et s'est dirigée en titubant vers la petite chambre qu'elle occupait. Tout en marchant, elle maudissait sa chance et me traitait de femme sans cœur à mi-voix. Clément a couru dans mon ancien bureau, débranchant frénétiquement les câbles de son ordinateur, fourrant des vêtements à la hâte dans une grande valise. Le processus de faire les cartons s'est déroulé dans une atmosphère d'humiliation absolue. Marc et Hélène ont discrètement demandé la permission d'attendre sur le palier pour éviter la tension. Céline est restée adossée au cadre de la porte, rappelant de temps en temps à Clément de ne pas cogner les murs ni de rayer le parquet. Je supervisais chaque mouvement. Je ne voulais pas qu'ils emportent le moindre souvenir de ma famille. Environ 30 minutes plus tard, Clément traînait avec difficulté 2 énormes valises. Il portait aussi l'écran de l'ordinateur et le clavier. Soudain, mon regard s'est posé sur une boîte en bois de marqueterie avec de fines incrustations qui étaient posées sur l'une des valises. C'était la boîte à souvenirs de mon père. À l'intérieur, il y avait les anciennes montres mécaniques qu'il collectionnait. Ma belle-mère avait jeté son bureau sur la terrasse, mais Clément avait gardé la boîte en cachette, connaissant la valeur marchande de ce qu'elle contenait. « Stop! Pose ça là. » Je me suis approchée rapidement d'une voix ferme. « Où as-tu pris cette boîte? » « Elle est à mon père. »« Lâche-la tout de suite. » Clément a sursauté et a serré la boîte contre lui par instinct. « Cette boîte, c'est Julien qui me l'a donnée, » a-t-il répliqué avec obstination. « C'est un vieux truc qui traînait. Qu'est-ce que ça peut te faire que je l'emporte? Tu vas vendre la maison pour une fortune et tu vas faire ta radine pour une vieille boîte en bois? » Je n'ai rien dit de plus. Je me suis approchée et lui ai arraché la boîte des mains. Le geste a été si brusque qu'il a titubé en arrière. Je l'ai foudroyé du regard. Même si c'était un tas d'ordures, si c'est à mon père, tu n'as pas le droit d'y toucher. Julien n'a aucune autorité pour te donner quoi que ce soit dans cette maison. Si tu retouches à quelque chose qui m'appartient, j'appelle la police et je porte plainte pour vol. Compris? Clément est resté muet, baissant la tête. À ce moment-là, Madame Chantal est sortie avec un énorme sac en plastique rempli de vêtements. En voyant Clément se faire réprimander, elle a commencé son numéro. Elle a jeté le sac par terre, a couru vers la porte ouverte et s'est mise à hurler sur le palier. « Voisins, à l'aide, regardez tous. » Ma belle-fille jette sa belle-mère à la rue. Elle s'est trouvée un amant et maintenant elle abandonne son mari et sa famille. Elle a amené des voyous pour nous voler la maison et nous jeter dehors.
Bon Dieu, pourquoi permets-tu à ces racailles de s'en tirer comme ça? Ces cris ont résonné dans tout le 15e étage. Plusieurs portes d'appartements de voisins se sont entr'ouvertes. Normalement, Madame Chantal se pavanait comme la mère d'un homme riche. Elle avait l'habitude de critiquer les voisins sur leur façon de s'habiller. Maintenant, en la voyant avec des sacs à la main, pleurant et faisant un scandale comme une poissonnière, les voisins se sont contentés de secouer la tête. Une dame âgée qui vivait dans l'appartement d'angle est sortie appuyée sur sa canne. Elle lui a dit avec ironie « Allons, Chantal, arrêtez de crier. Vous nous dérangez. À cet étage, nous savons tous que l'appartement appartient à Sophie, qu'elle l'a hérité. Vous alliez raconter partout que c'était votre fils qui l'avait acheté, et par respect on ne vous disait rien. La fille a été bonne et décente, en entretenant toute votre famille pendant des années. Vous lui avez mis trop de pression, et elle a explosé. C'est normal. Partez vite et laissez-la en paix. » Attrapée dans son mensonge par les voisins, Madame Chantal s'est tue net. Sa tentative de se victimiser a non seulement échoué, mais elle lui a apporté encore plus d'humiliation. Elle est rentrée dans l'appartement en marmonnant des insultes à mi-voix, a ramassé son sac et s'est tue. La famille de Julien, ravalant sa fierté, a chargé ses affaires et s'est dirigée vers l'ascenseur. Une fuite pathétique. Je les ai suivis jusqu'au hall de l'ascenseur pour m'assurer qu'ils partaient définitivement. Céline, Marc et Hélène m'ont accompagnée comme témoin. L'écran électronique indiquait que l'ascenseur montait du parking. Le silence était étouffant. Soudain, Julien s'est arrêté, s'est retourné et a dit à voix basse à sa mère et à son frère « Maman, Clément, descendez d'abord. Je dois parler seule à Sophie un moment. » Madame Chantal m'a lancé un regard noir, mais elle est entrée dans l'ascenseur avec Clément. Quand les portes métalliques se sont fermées, Julien s'est tourné vers moi. Son visage était émacié, ses yeux rougis et fatigués. Il n'y avait plus aucune trace de l'arrogance de son message, ni de la condescendance du dîner précédent. Il ressemblait à un hérisson auquel on aurait enlevé tous les piquants, faible et pathétique. Il s'est approché, essayant de prendre ma main. « Sophie, je suis désolée. Vraiment, je suis désolée. » J'ai reculé d'un pas, évitant son contact. J'ai croisé les bras, maintenant la distance. « Désolée pourquoi ? Pour tout ? » a-t-il dit d'une voix étouffée. « Pour la blanquette d'hier. Pour ne pas t'avoir défendue face à ma mère. Pour avoir été si faible et t'avoir laissé porter toutes les dépenses, sans même t'en remercier. Aujourd'hui, en te voyant si déterminée, je me suis rendu compte de mon erreur. Je t'en prie, ne divorçons pas. Vends la maison si tu veux. Avec l'argent, on s'en achète une plus petite. On ira vivre seul. Juste toi et moi. Je te promets que je changerai. Je te cuisinerai des repas. Je te donnerai tout mon salaire. Donne-moi une chance d'arranger ça. » Ces promesses semblaient sincères. Si j'avais été la Sophie d'il y a 3 ans, je me serais être adoucie. Mais les blessures étaient trop profondes. Elles m'avaient appris à garder la tête froide et à lire à travers les gens. J'ai souri avec amertume face à ma propre naïveté passée. Julien, ces excuses arrivent beaucoup trop tard. Et d'ailleurs, tu ne comprends même pas pourquoi tu t'excuses. J'ai fait un demi-pas vers lui, le regardant dans les yeux. Tu supplies, non pas parce que soudainement tu t'es rendu compte que tu m'aimes, ni parce que ça te fait de la peine de me voir manger des restes. Tu as peur. Tu es terrifié parce qu'à partir de demain, tu perds ton distributeur automatique. Parce que tu n'auras plus d'endroit où vivre gratuitement, ni de bonne, ni personne pour payer tes factures. Tu promets d'aller vivre seul parce que tu sais que tu n'as pas les moyens de louer un appartement et d'entretenir ta mère et ton frère dans cette ville. Tes regrets ne sont rien d'autre que la nostalgie d'une vie de parasite qui s'est achevée. En frappant dans le mille, le visage de Julien a changé. Il a ouvert la bouche pour répliquer, mais n'a pas trouvé les mots. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement. Il s'est rendu compte que la femme qu'il avait devant lui n'était plus l'épouse naïve et docile d'avant. L'ascenseur est revenu. Les portes se sont ouvertes. La demande de divorce est sur la table du salon, lui ai-je dit en pointant l'ascenseur du doigt. Prends-la, signe-la et dépose-la au tribunal. Il n'y a rien à discuter sur les biens, parce que l'appartement est à moi. Et les économies aussi. J'espère que toi et ta famille apprendrez à être indépendants. Ne viens plus jamais me déranger. Adieu. Julien est resté à me regarder quelques secondes, puis est entré dans l'ascenseur, l'air vaincu. Quand les portes se sont fermées, j'ai vu l'effondrement total se refléter dans ses épaules tombantes.
Toute la patience et la retenue de tant d'années s'étaient libérées. Fin. Le temps a passé très vite. La vente de l'appartement à Marc et Hélène a été rapide et sans complications. Avec l'argent, j'ai demandé à Céline de m'aider à trouver un petit appartement en location près du jardin du Luxembourg, un endroit calme et très vert. J'ai investi le reste et je l'ai gardé à la banque. J'ai aussi ouvert une petite boutique de fleuriste, un rêve que j'avais toujours eu. Le divorce a été réglé rapidement. Concernant la famille de Julien, les rares nouvelles qui me sont parvenues ont confirmé mes soupçons. Ils ont dû louer un minuscule appartement délabré en banlieue périphérique. Avec le salaire de Julien, ils avaient à peine de quoi s'en sortir. Les disputes ont commencé. Madame Chantal, habituée à dépenser mon argent, devait maintenant se débrouiller avec le strict minimum. Clément, sans argent pour ses jeux vidéo, était toujours de mauvaise humeur. Julien était accablé par les dettes. Leurs dîners familiaux se sont transformés en un enfer de cris et de reproches. Ils ont dû affronter la dure réalité, où personne ne se sacrifierait pour leur paresse et leur délire. C'était le prix de leur cupidité et de leur ingratitude. En revanche, ma vie a fleuri. Mon petit appartement était douillet et lumineux, avec un balcon qui donnait sur les arbres du parc. Chaque matin, je me réveillais en paix, sans ronflement ni plainte. Je me préparais un café, je mettais une musique douce et je prenais soin de mes plantes avant d'aller travailler. Aujourd'hui, c'est une agréable soirée de week-end. Je suis sortie tôt du travail et j'ai acheté des ingrédients frais au marché. À la maison, j'ai mis ma musique préférée et j'ai préparé le dîner en dansant. Je me suis cuisiné un filet de bœuf au poivre avec une salade et un verre de Bordeaux. Sans avoir à me soucier des goûts de qui que ce soit, j'ai dressé la table près du balcon. Sous la lumière chaude, le dîner pour une personne déborde de bonheur. J'ai levé mon verre en trinquant, avec mon propre reflet dans la vitre pure. Une femme indépendante, forte et qui se valorise elle-même. L'assiette de blanquette de veau froide de ce jour-là n'est qu'un lointain souvenir, une leçon apprise. J'ai compris une vérité simple mais profonde. La vie de chaque femme est un banquet qu'elle prépare elle-même. Ne servez jamais vos meilleurs plats à ceux qui ne savent pas les apprécier, pour ensuite vous obliger à manger les restes. Quand on apprend à s'aimer, à se débarrasser du toxique, on découvre que la vie est toujours prête à nous offrir ses meilleurs festins. Lorsqu'une porte se ferme, un horizon nouveau et beaucoup plus brillant s'ouvre. S'ouvre. Oui, ouvre.